Depuis la nuit des temps, l'être humain cherche à comprendre le monde qui l'entoure. C'est une quête qui ne s'arrête jamais. Et aujourd'hui, on va explorer l'histoire fascinante de cette transmission du savoir, un peu comme une immense course de relais à travers les siècles. Tout commence toujours par des questions, souvent des questions d'enfants. Pourquoi le soleil se lève? D'où vient la pluie? Comment les étoiles tiennent-elles dans le ciel? Pendant des milliers d'années, ce sont les mythes qui apportaient les réponses. Et puis, petit à petit, quelque chose a changé. Une nouvelle façon de penser a vu le jour. Une approche qui nous a fait passer de l'âge des mythes à celui de la raison. Parce que la science, au fond, c'est juste ça, une grande quête pour trouver des réponses. Alors, notre première étape, notre premier coureur, on le trouve dans l'Antiquité. C'est là que tout démarre, quand quelques penseurs, complètement à contre-courant, ont eu une idée qui peut paraître simple aujourd'hui, mais qui était folle à l'époque. L'idée que le monde n'est pas juste le jouet des dieux, mais qu'on peut le comprendre, l'expliquer, avec notre propre esprit, avec la logique. Il voilà, Thalès de Milet. On dit souvent que c'est lui le tout premier coureur de ce relais. Son idée est d'une simplicité désarmante, mais totalement révolutionnaire. Il a dit, en quelque sorte, « Stop, un tremblement de terre, ce n'est pas un dieu en colère. Une éclipse, ce n'est pas un présage divin. Non, chaque phénomène a une cause naturelle qu'on peut trouver ici, sur Terre. C'est un changement de perspective immense. Le coup d'envoi de la course est donné. Bien sûr, Thalès n'a pas couru seul. Le témoin est vite passé à d'autres géants. Il y a eu Pythagore, persuadé que l'univers entier est écrit en langage mathématique. Hippocrate qui a posé les bases de la médecine en disant « une maladie, ça a des causes naturelles, pas divines ». Aristote qui voulait tout, absolument tout, observer, classer, comprendre avec la logique. Et Archimède qui a montré que la science, ce n'est pas juste de la théorie, ça a des applications concrètes qui peuvent changer le monde. Eux tous, ensemble, ont posé les fondations de tout ce qui allait suivre. Le problème, c'est qu'après l'Antiquité, cette flamme du savoir a vacillé. En Europe, elle a vraiment failli s'éteindre. Heureusement, le témoin n'est pas tombé. Il a été attrapé, et même porté encore plus loin, par les incroyables savants de l'âge d'or islamique. Ils n'ont pas juste été des gardiens du savoir grec. Ils l'ont traduit, commenté, critiqué, et surtout ils l'ont fait grandir. Et dans cette période foisonnante, il y a un nom qu'il faut absolument retenir, Al-Khwarizmi. Son idée maîtresse, c'est de comprendre que n'importe quel problème, même le plus complexe, peut être décomposé en une série d'étapes simples et logiques. Une méthode en somme. Et le plus fou, c'est que son propre nom, Al-Khwarizmi, a donné le mot qu'on utilise tous les jours, algorithme. Oui, cette idée de recette pour résoudre un problème étape par étape, eh bien c'est le fondement de toute l'informatique moderne. Chaque application sur nos téléphones, chaque recherche sur Internet, tout ça repose sur ce concept. C'est juste incroyable d'y penser. La course continue, bien sûr. On a des figures comme Ibn Sina, dont le canon de la médecine a été la référence médicale dans le monde entier pendant des siècles. Et puis il y a Ibn al-Haytham, un autre précurseur immense. Son credo, ne rien croire sur parole. Il faut prouver, tester, expérimenter. Il a posé les bases de la méthode scientifique moderne bien avant qu'elle ne soit formalisée en Europe. Le témoin voyage encore, et cette fois il revient en Europe, en pleine ébullition de la Renaissance. Et là, l'ambiance change. Des esprits audacieux osent remettre en question des vérités qui semblaient gravées dans le marbre depuis plus de 1000 ans. Ça va déclencher une révolution totale dans notre vision du cosmos et de nous-mêmes. Imaginez le clash. D'un côté, on a une vision vieille de 1500 ans. La Terre est au centre de tout, immobile, le point central de la création. De l'autre, un certain Nicolas Copernic arrive et dit calmement « Et si on s'était trompé? Et si en fait, c'était nous qui tournions autour du Soleil ?» Ça n'a l'air de rien, mais cette idée, elle nous déloge du centre de l'univers. C'est un bouleversement psychologique énorme. Mais une idée aussi brillante soit-elle a besoin de preuves. Il fallait un champion pour la défendre. Et ce champion, c'est Galilée. Avec sa lunette astronomique, il ne s'est pas contenté de croire, il a regardé. Il a vu les lunes de Jupiter tourner autour de leur planète, pas autour de la Terre. C'était la preuve, sous ses yeux. Son message, regardez par vous-même. L'observation d'abord, les dogmes après. Et là, à partir de ce moment-là, la course change de rythme. Elle s'accélère de manière exponentielle. C'est comme si un barrage venait de céder. La quête pour déchiffrer les lois qui gouvernent la nature est lancée à pleine vitesse, et le monde ne sera plus jamais le même. Et puis, Isaac Newton entre en scène. Son coup de génie est monumental. Il va unifier le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il comprend que la force qui fait tomber une pomme de l'arbre est la même que celle qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre. Une seule et même loi pour tout l'univers, la gravitation universelle. C'est la naissance de la physique classique.
Après la physique, la révolution s'étend au monde du vivant. Au tour de Charles Darwin de prendre le témoin. Son idée est tout aussi explosive, la sélection naturelle. En gros, la vie n'est pas une création figée, immuable. Non, elle est en perpétuelle évolution, s'adaptant constamment. C'est une remise en question totale de notre vision de la biologie et de notre propre origine. Et la course se poursuit avec ceux qu'on pourrait appeler les maîtres de l'invisible. Louis Pasteur, qui nous révèle un monde microscopique grouillant de vie, les microbes, changeant à jamais la médecine. Michael Faraday, qui découvre le lien secret entre l'électricité et le magnétisme. Marie Curie, qui va chercher l'énergie cachée au plus profond de la matière, la radioactivité. Et Nikola Tesla, qui trouve le moyen de transporter cette énergie partout, pour tous. Et puis, il y a ça. E égale mc carré. Sans doute l'équation la plus célèbre du monde. Quelques symboles qui, encore une fois, vont tout redéfinir. Une idée signée, bien sûr, Albert Einstein. Ce qu'Einstein nous a fait comprendre, c'est que l'énergie et la matière sont les deux faces d'une même pièce, et que l'espace et le temps ne sont pas des concepts séparés et rigides. Non, ils forment un seul et même tissu qui peut se courber, se tordre. C'est une vision de l'univers qui dépasse l'imagination, mais qui a des conséquences bien réelles. Le GPS de nos téléphones, par exemple, ne pourrait pas fonctionner sans prendre en compte sa théorie de la relativité. On arrive presque au bout de ce voyage dans le temps. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la course, elle, n'est pas finie. Loin de là. Toute cette histoire, c'est une aventure collective. Une incroyable réussite humaine qui continue, sous nos yeux. Si on regarde en arrière, le chemin parcouru est vertigineux. L'Antiquité a posé les bases de la logique. L'âge d'or islamique a sauvé et fait grandir cet héritage. La Renaissance a redessiné le ciel. L'ère moderne a découvert les lois de la nature. Jusqu'à aujourd'hui, où l'on manipule l'énergie, l'information et même la vie. Chaque étape s'appuie sur la précédente. C'est vraiment ça l'esprit d'une course de relais. Alors, qu'est-ce que tous ces coureurs avaient en commun, de Thalès à Einstein ? 3 choses, finalement. D'abord, la curiosité, le besoin de demander pourquoi et comment. Ensuite, un courage immense, le courage de dire « et si tout le monde se trompait ?» Et enfin, l'obsession de la preuve, observer, tester, démontrer, ne rien prendre pour acquis. Et leur cadeau, cet héritage, il n'est pas que dans les livres d'histoire, il est partout, tout autour de nous, en ce moment même. La médecine qui nous soigne, l'électricité qui nous éclaire, les satellites qui nous guident, les ordinateurs avec lesquels on communique. Tout ça, c'est le résultat direct de leur course. Ils n'ont pas juste changé des théories, ils ont littéralement bâti notre monde moderne. Mais comme on l'a dit, la course n'est pas finie. Le témoin est là, il est en train d'être passé en ce moment même, dans des laboratoires et des universités du monde entier. La seule vraie question, c'est de savoir qui sera le prochain à le prendre, et jusqu'où cette personne nous emmènera. Abonnez-vous, likez et partagez.